On voit bien que c'est clé de garder un équilibre dans le couple qui se forme. Et du coup vient un peu la question de la responsabilité aussi peut-être du partenaire ou du conjoint. S'il voit l'état de la personne évoluer, des signes, voire même dans quelques rares cas le fait de devoir hospitaliser la personne. Comment vous voyez la notion de responsabilité du conjoint ou conjointe dans la maladie, sachant qu'il y en a qui, comme on dit, peut-être se complaisent à un moment donné dans ce rôle. Alice, peut-être. Oui, moi je trouve ça assez compliqué parce que, dû à l'attachement fort émotionnel, la personne en fait se sent souvent responsable directement du bien-être de l'autre, et parce qu'on se dit en couple on est là pour aider l'autre et pour soutenir l'autre, alors qu'en fait chacun est responsable de sa propre santé mentale, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas être là pour l'autre et soutenir pour l'autre. Mais moi, quelquefois, ça m'arrivait de partir en crise d'angoisse parce que mon partenaire avait dit quelque chose, mais en soi, ce n'était pas sa faute, c'est-à-dire c'était le déclencheur, mais la crise d'angoisse, il y avait beaucoup d'autres choses qui en étaient la cause, et il se sentait directement responsable, et moi, je me sentais ensuite coupable de le faire ressentir ça, etc., et ça pouvait partir en spirale un peu infernale. Du coup, je trouve ça assez compliqué, et c'est très important en rentrant dans la relation de se dire chacun est responsable de son bonheur, son bien-être, on peut se soutenir, mais dans les limites aussi de notre propre santé mentale. Oui, complètement. Enfin, je pense comme là-dessus. Enfin, je pense que quand on vient avec un trouble psy, on n'est pas non plus des bêtes sauvages complètement à part du reste de la société, et que voilà, il y a des extrêmes avec lesquels on doit gérer qui sont pas faciles. Mais je pense que voilà, un couple qui fonctionne en général, c'est un couple qui s'entraide dans les épreuves et qui fait pas tout peser sur l'autre. Après, c'est clair que la question, encore une fois, de la culpabilité, elle est réelle, et je pense des deux côtés. Enfin, moi, je sais que dans ma relation amoureuse actuelle, je sais que mon copain, je pense parfois il se sent plus responsable qu'il ne l'est de parfois de phases que j'ai ou d'intensité de mes émotions, alors qu'il y est pour rien. Et puis du coup, il y a cette boule de neige de la culpabilité, parce que moi je me dis je lui fais ressentir ça, donc il faudrait que j'arrive à manager un peu mieux mon truc. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui existe dans toutes les relations. Après, pour aller un peu plus loin sur la question de la responsabilité dont tu parlais, quand tu mentionnes carrément hospitalisation sous contrainte, ou en tout cas la responsabilité plus lourde qu'on peut avoir sur une personne qui va être dans un stade de mise en danger. Et ça peut être dans le cas d'une dépression, d'une phase down, mais ça peut être dans une bouffée délirante d'avoir des comportements dangereux, ça peut être dans une phase up, voilà, ce que vous disiez, on peut aussi avoir des comportements carrément un peu outranciers sexuellement, des choses comme ça. Je trouve que l'important, et c'est quelque chose qui se développe de manière générale en psychiatrie, c'est pas que par rapport aux relations amoureuses, ça va être l'anticipation. Et moi, c'est quelque chose moi, globalement, je suis plutôt bien stabilisée maintenant, mais je sais que de temps en temps, je fais un épisode psychotique, ou de temps en temps, voilà. Et donc ça, une fois qu'on était engagé dans les relations, j'en ai assez vite parlé avec mon amoureux, au cas où ça arrive. Et j'en ai aussi parlé avec ma personne de confiance, qui en l'occurrence est mon frère, pour justement un peu limiter cette responsabilité. Et ça, c'est venu aussi de l'expérience, puisque dans ma relation précédente, j'ai vécu ce cas de mettre énormément de poids sur la personne avec qui j'étais. Je me suis retrouvée à l'hôpital, il a dû prendre beaucoup de décisions, et au final, on a rompu, et c'était pas lié qu'à ça, mais j'ai vécu une culpabilité énorme de lui avoir fait traverser ça, qu'il était à mes côtés, et en même temps ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, on avait tout partagé, donc c'était en un sens normal. Si j'avais un cancer, il serait pas parti, mais c'était pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc là maintenant, on apprend de ces expériences, donc c'est aussi des choses que je peux conseiller à des gens qui n'ont pas encore traversé ça, c'est que ce soit avec un amoureux ou quelqu'un d'autre, essayez d'anticiper comment vous voudriez que les choses soient prises en charge en cas de crise, et discuter avec votre partenaire de la responsabilité qu'il veut avoir. Par exemple, avec mon amoureux, actuellement, on est très proches et on est dans une relation assez mûre, on habite ensemble, etc.
Et on a même discuté de est-ce que si un jour on se paxe ou on se marie, tu vas être la personne qui sera responsable si jamais il y a un gros souci ou pas. Et pour l'instant, on a décidé que non, ça serait mon frère, notamment parce que on peut être en colère aussi contre les gens quand on se retrouve sous contrainte ou quand il y a des décisions qui sont prises. On peut avoir vachement honte aussi de comportements qui ne nous appartiennent pas. Et moi, voilà, la personne qui est avec moi, j'ai pas envie que ça soit mon parent, j'ai pas envie que ça soit mon soignant. Mais c'est des choses dont on a discuté ensemble. Et je pense qu'il y a d'autres couples où c'est différent. Et au contraire, la personne peut être elle qui l'accompagne dans ces moments-là. Mais donc tout ça, je pense que c'est bien de discuter en amont. Et ça paye, parce que moi, en vrai, il y a 3 semaines, j'ai fait un épisode psychotique. Et au moins, en fait, ça n'a pas fait éclater notre couple, parce qu'on savait que ça pouvait arriver, parce qu'on avait décidé de comment agir. Et au final... après j'ai récupéré avec du sommeil et puis voilà, on s'en est remis et ça nous a plutôt renforcés. Et je pense que si je l'avais jamais évoqué avant, ça aurait été la panique, on aurait appelé tout le monde, etc. quoi. Et est-ce qu'il peut y avoir par moment peut-être une surprotection du partenaire qui va, je sais pas, vérifier que tu prends ton traitement, que dès que tu commences, je sais pas, à avoir un peu plus d'énergie que d'habitude, mettre en alerte. Est-ce que ce genre de situation vous est arrivé ? Moi, oui, mais je pense qu'aussi c'était parce que je voyais que ma situation l'affectait beaucoup. Et je pense qu'à travers ce contrôle en fait qu'il voulait avoir sur comment je prenais mes médicaments, etc., il espérait Ce qui ne s'appelle pas. et que du coup lui aille moins mal aussi. Et on retombait dans la culpabilité où moi j'essayais d'aller mieux pour lui alors que c'était pas forcément la meilleure motivation, même si ça m'a poussé en fait, ça m'a donné un certain boost pour m'occuper de moi, pour essayer d'aller mieux, etc. Mais j'avais aussi besoin de un peu aussi prendre le contrôle sur mon bien-être et que ce ne soit pas lui qui le gère parce que je ne voulais pas être en couple avec mon soignant ou mon père, ou je voulais être voilà, que ce soit mon amoureux quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vos 2 témoignages. C'est sûr que je trouve que le problème principal, finalement, au-delà des conséquences d'un trouble psy dans le couple, parce que ça, comme vous disiez, dans tout couple, il y a des points d'accroche. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais toujours est-il que le fait que ce soit le manque d'information, finalement, qui en général génère les situations conflictuelles. Que ce soit le manque d'anticipation, le manque de compréhension de la maladie, et où du coup, exactement comme vous l'avez dit, soit c'est une posture où l'autre s'attribue un peu tout, et finalement ça rajoute du stress, en pensant des conjoints qui disent ah, c'est à cause de moi qu'il ou elle est devenu bipolaire. Bon, non, enfin c'est beaucoup plus complexe, il n'y a certainement pas eu un élément qui fait que, mais du coup cette culpabilité-là, elle aide en général personne et clairement pas la personne concernée. Soit à l'inverse, c'est dire qu'il y a finalement que c'est pas un sujet et que du coup ça ne doit pas du tout être discuté. Et c'est quelque chose qu'on essaye en tout cas dans les groupes de psychoéducation de beaucoup encourager les patients à le faire, puisqu'il n'y a que eux qui peuvent le faire en leur nom propre, de vraiment en parler avec leur entourage, essayer de donner des informations, d'expliquer, même si nous, bien sûr, on peut aider, et justement prévoir tout ce dont vous avez parlé, que ce soit un plan en cas d'urgence, que ce soit désigner une personne référente, et avec un équilibre qui est souvent... marche bien, et c'est que voilà, comme vos 2 témoignages le disaient, quand on anticipe, honnêtement, ça se passe finalement plutôt très bien, et voire même voilà, des situations qui pourraient prendre une ampleur très complexe, finalement ça devient quasiment un non-événement, et c'est super satisfaisant. Mais même, je dirais, sans forcément avoir aussi quelqu'un qui a un trouble psychique, en général parler de santé mentale, c'est essentiel de un peu mettre les bases au début, de dire quand je vais mal, j'aimerais bien que tu réagisses comme ça, ou peut-être aussi d'assurer
déjà de voir si la personne est disponible pour accueillir la parole et aussi a les clés pour écouter, parce que écouter, ça s'apprend. Et recueillir cette parole-là, ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui est inné, même si quelquefois on peut le penser. Et du coup, j'aime beaucoup l'idée d'anticipation, de parler de ça avant, de dire, donner toutes les clés pour réagir au moment, pour éviter aussi ce cercle de culpabilité et aussi avoir d'autres piliers, parce que si la personne n'est pas disponible pour accueillir, il ne faut pas aussi lui en vouloir, c'est normal. Il faut avoir d'autres personnes vers qui on peut se tourner et aussi des personnes qui peuvent être objectives, qui n'ont pas cet attachement émotionnel, comme un psy, un professionnel de santé ou comme une ligne d'écoute. Voilà, c'est essentiel. Merci beaucoup Alice. Je crois qu'on va passer aux questions de la salle si vous en avez. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour remercier ces personnes qui nous ont apporté leur témoignage avec beaucoup de simplicité puis peu de tabou. Je trouvais que vous alliez dans les sujets avec peu de tabou. Et peut-être que nous pourrions être nombreux à retenir cette idée de personnes de confiance, parce qu'il y a là un lien riche certainement à explorer, et vous réagirez, Denis Leguet, Franck Bellivier bien sûr, et vous avez même été jusqu'à aborder la question de la sexualité, etc., en trame de fond, et c'est courageux. Merci beaucoup. Et justement, je voulais rebondir sur le dernier point que Didier vient d'évoquer, qui est celui de la sexualité, parce que finalement, c'est une table ronde qui parle du sujet de l'amour, et la sexualité en fait partie. Vous l'aviez évoqué assez brièvement, et le retour que j'ai souvent dans mon entourage, que j'ai pu avoir aussi moi-même, c'est que du coup, la santé mentale peut avoir un impact sur la libido, sur la sexualité, les traitements également. Et du coup, j'aimerais bien en profiter pour vous demander vos 3 regards à vous. Justement, le regard du psychiatre, le regard de la personne qui travaille chez Nightline, du coup, a une ligne d'écoute qui est vraiment au plus proche des problèmes des jeunes qui appellent. Et le regard de Victoria aussi, du coup. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent, et est-ce que c'est quelque chose dont les gens parlent, et comment est-ce qu'ils en parlent, et qu'est-ce qu'on fait derrière, en fait? Dans le cadre de la ligne d'écoute, la sexualité est un thème qui revient beaucoup, mais surtout sur l'identité sexuelle. Et en soi, c'est lié, c'est-à-dire quel partenaire, comment ça se passe. C'est quelque chose qui revient et qui est entouré de beaucoup de tabous, en fait, la sexualité en général. Et plus on cache les choses, plus elles nous affectent. Et c'est pour ça aussi que les gens appellent notre ligne d'écoute, parce que les personnes sont objectives et sont sans jugement, et du coup vont pas réagir, et ils ont peur d'en parler à leurs proches. Du coup, c'est un sujet qui est vraiment, je dirais, très clé dans les relations amoureuses et qui a beaucoup d'impact sur la santé mentale, et on n'en parle pas assez. Je vais pas trop m'étendre du coup sur le sujet de l'influence de l'humeur sur la libido, etc., parce que je pense que c'est la même chose pour les personnes sans trouble particulier. Quand on est plus fatigué et qu'on n'a pas le moral, on a moins de libido. Il y a un sujet, comme je disais, sur des moments maniaques, où chez certaines personnes, ça peut s'exprimer pour le coup dans des comportements où on va aller énormément draguer, etc. Donc ça c'est pareil, je pense que ça apprend à se gérer, ça peut être plus compliqué, mais j'ai pas une expérience hyper personnelle à partager là-dessus. Par contre, je profite de votre question par rapport à la libido, à la sexualité, pour vraiment, franchement, faire un appel aux médecins et aux psychiatres et aux patients sur l'influence des médicaments sur la libido, parce que j'en ai énormément souffert, et mon couple en a énormément souffert, et franchement, j'ai fait souffrir mon copain pendant longtemps, avec encore une fois la culpabilité, etc., avec une chute de libido monstrueuse à partir du moment où on a enfin trouvé un traitement. Donc il faut se mettre à la place de quelqu'un qui, ça fait 1 an et demi qu'on est en lutte pour trouver un traitement, stabiliser son humeur, on galère, il y en a plein, il y a des effets secondaires horribles, ça marche pas, et là on trouve un truc où à peu près tout va bien et j'ai plus de libido.
Et c'est un sujet que j'ai ramené régulièrement sur la table à ma psychiatre à l'époque, qui en plus était une femme, et qu'on balayait complètement de la main. Et je pense qu'il y avait vraiment un peu de désarroi de sa part d'essayer de dire que ça pouvait avoir aucun rapport avec le traitement, parce qu'on n'arrivait pas à trouver un équilibre sinon. Donc je me suis retrouvée à gérer ça toute seule, avec mon copain qui me disait « mais du coup, viens, on change de traitement, on prend un autre traitement ». J'étais là, genre ça fait 8 traitements que j'essaye, j'en peux plus. En fait, en faisant des recherches, après dans le temps, je me suis rendu compte aussi que le même traitement que celui que je prenais créait des troubles de l'érection majeurs chez les hommes, et des chutes de libido drastiques, et donc c'était plus facile chez un mec de s'en rendre compte vu que il y avait plus de capacité physiologique de faire l'amour, et en fait il y avait tout simplement pas d'études faites chez les femmes comme c'est le cas pour plein de médicaments, et donc j'invite, déjà c'est pas facile en fait de s'ouvrir sur sa libido à son psychiatre, je pense surtout quand on est encore plus jeune. À l'époque j'avais eu du mal, et le fait de pas avoir été écouté, ça a été compliqué. Le fait du coup de voir toute la faute, parce qu'au bout d'un moment, c'est vécu comme une faute dans un couple, peser sur moi, et devoir choisir entre ma vie amoureuse et sexuelle et un traitement, c'est un sacerdoce. Ça a été une ligne de fond pendant 4 ans qui était épuisante. Et donc j'appelle les gens qui bossent sur les médicaments à faire des études sur les femmes, et les psychiatres à entendre cette question de la libido, parce que, surtout quand on est dans une relation de couple long terme, c'est très compliqué à gérer. Voilà. Denis Leguet. Mais ne changez pas de traitement direct pour ça. Discutez-en avec votre médecin. Allez-y, Denis Leguet. Moi, je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter de la, de la profondeur, et de la finesse, de la délicatesse avec laquelle vous avez traité ce thème qui peut être un peu délicat, justement. Je crois que toute cette question, elle fait écho chez moi à la question des besoins d'accompagnement. Avec ma casquette, on va dire, de coordonnateur d'un centre ressources sur le handicap psychique. Et quand on parle handicap, on dit quelles sont les compensations possibles du handicap, comment est-ce qu'on articule la compensation avec le chemin de rétablissement auquel on invite néanmoins la personne à s'engager. Et toutes ces dimensions, on peut parler de l'amour, on peut parler de la citoyenneté, on peut parler de la vie familiale. Vous l'avez écarté en disant bon, on va pouvoir traiter, mais bon, c'est aussi un sujet, la question de la spiritualité, etc. Comment est-ce que toutes ces questions peuvent être on va dire, envisagées avec le questionnement de l'accompagnement? Ce n'est pas une réponse que je vous demande, ni même une réaction, mais c'est ma réaction par rapport au fond, à tout ce que vous amenez de votre savoir expérientiel. Et vraiment, là, on voit dans ce que vous venez de nous dire ce que représente le savoir expérientiel. En tout cas, merci encore. Franck Bellivier, vous pouvez applaudir Denis Leguet, bien sûr. Donc je voulais vous remercier également, mais je ne vais pas redire en moins bien ce que Denis Leguet vient de dire, puisqu'il a à peu près tout dit. Je voudrais juste rajouter une chose. À votre interpellation sur il faut s'enquérir des effets secondaires des traitements, de la cinétique fluctuante de la libido, qui ne suit pas forcément les fluctuations de l'humeur. Et donc ça, c'est vraiment une interpellation très importante, puisque dans la pratique clinique, c'est aujourd'hui peu pris en compte, et auquel il faut rajouter une dimension qui est assez technique, mais qui est très en lien avec ce qui a été évoqué aujourd'hui, encore une fois, avec beaucoup d'authenticité, et merci pour ça. C'est l'accompagnement des couples pour la mise en route d'enfants. Les couples se posent 1000 questions, et il y a très peu de réponses, et il faut absolument développer des consultations spécialisées. Non pas que faire des bébés c'est une affaire de docteur, ça c'est sûr que c'est pas une affaire de docteur, c'est une affaire de couple, mais les couples se torturent avec des questions auxquelles les médecins, avec beaucoup de bon sens, mais aussi avec des
un savoir technique sur le maniement des médicaments dans ces cas-là, etc., qui accompagne et tranquillise les couples par rapport à leur projet d'enfant. Voilà, je voulais juste rajouter ce point-là. Merci encore. Une autre question, et puis on enchaînera. Merci, merci à tous pour cette table ronde. Marion Jacquin de Nightline. Du coup, j'avais une dernière question plutôt pour le docteur Jean-Victor Blanc, parce que vous avez beaucoup parlé de l'effet de la santé mentale sur les relations, mais dans l'autre sens, l'effet des relations amoureuses sur la santé mentale, surtout à des âges où on est parfois dans des premières relations sérieuses. Et je pense notamment aux relations toxiques et aux relations d'emprise. Et est-ce qu'on peut juste dire un mot là-dessus pour clôturer? Merci. Bien sûr, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que notamment pour les premiers épisodes, c'est souvent associé à un facteur déclenchant et la rupture ou une relation toxique, comme tout facteur de stress, peut déclencher l'entrée dans un trouble. Ce qui n'est jamais évident, puisqu'il ne s'agit pas, et souvent les personnes concernées vont avoir tendance à du coup, et c'est logique, attribuer uniquement la pathologie à ce facteur déclenchant. Et on voit que parfois, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça va être oui, mais si jamais il ne s'était pas passé ça. Or, on sait que finalement, si ça n'avait pas été ça, ça aurait peut-être été autre chose, et que finalement, c'est jamais un seul élément. Donc là-dessus, je pense que l'idée, c'est vraiment celle de, encore une fois, l'information, et que si tout le monde, globalement, que ce soit les personnes concernées, mais aussi leur entourage, avait un minimum de connaissances sur tout ça, en fait, on n'aurait pas besoin de, après, déconstruire toutes ces idées-là. Et c'est vrai que là-dessus, la santé mentale, heureusement, aujourd'hui, on est en train de changer un peu de paradigme, mais il y a quand même vraiment cette idée, et que ce soit sur la sexualité, où tu disais voilà l'identité sexuelle, l'identité de genre, etc. On est quand même à un moment où on n'a jamais autant parlé de ces sujets-là, des troubles psychiques, mais de finalement beaucoup d'autres choses que les jeunes aujourd'hui, sans faire mon vieux grand-père, mais se saisissent, et que ça c'est très stimulant et très encourageant pour la suite. J'avais pas vraiment rencontré de jeunes un peu plus vieux que moi qui aient une vie amoureuse depuis longtemps stable avec des enfants. Et donc je remercie Rémi parce que c'est un peu l'exemple de la maison perchée chez nous, parce que voilà, il est bipolaire comme moi depuis longtemps, mais il a une femme, des enfants et tout va bien, et je trouve que c'est intéressant de finir là-dessus. C'est possible d'avoir une pathologie, de vivre avec quelqu'un de non concerné, d'avoir des enfants et d'être heureux. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci docteur Jean-Victor Blanc, à bientôt pour la culture pop et sa suite. Merci Victoria Leroy à la Maison Perchée, Alice Mille pour Nightline.